aujourd'hui, c'est pas qu'on est plus maline, même parce qu'on vit en ville, c'est qu'on va y réfléchir. En fait, on va faire un pas de côté avec Laura Vasquez. On revient à cette poésie si absolue. Je l'ai vu à la caisse de pas mal ou sur l'étal de pas mal de librairies. L'Idiot du village est une parution assez récente de la collection Diaporama de l'IMEC, donc de Laura Vasquez avec ce... Mais d'ailleurs, je sais pas ce qui a pu faire. Ça s'appelle pas un diaporama, ça, les espèces d'arborescences comme ça. C'est pas ça, un diorama. Le nom va pas me revenir. C'est un très joli petit recueil qui est beaucoup plus grand que le nombre de pages, on est sur une cinquantaine de pages, peut le laisser penser, et qui est, bon ben oui c'est ça, 50 pages, et d'une densité assez, assez stupéfiante si on n'a pas... si on ne s'y attend pas. L'idiote du village, c'est un titre qui est a priori un titre donc thématique, qui pourrait nous donner une idée de ce dont il va s'agir, de ce que raconte donc d'immenses guillemets le recueil de poèmes, ou le poème, ça c'est pas non plus forcément très clair, s'agit-il d'un poème ou d'un recueil, moi je dirais plutôt d'un poème, mais je sais pas, oui c'est ça, il n'y a pas de titre intermédiaire, c'est un poème, qui pour le coup est un peu long, mais on peut avoir des textes plus longs dans l'œuvre de Laura Vasquez. Et bon ben voilà, on pourrait... L'Idiot du village, c'est un type, alors c'est très étrange de dire c'est un type, puisque ce sera un type féminin, mais voilà, l'idiot ou l'idiote du village, le fou du village, le simple, le ravi de la crèche, ce sont des types au point donc, du santon. Le ravi de la crèche, c'est un modèle de santon provençal. C'est aussi moi qui dis régulièrement « Ah, je suis ravie de la crèche » quand je vais chercher baby. C'est un type social, c'est un type réel, c'est pas forcément un type littéraire ou artistique, mais la typification, elle est autant de l'ordre des discours sociaux qui vont figer voilà, que de l'ordre d'une espèce de typologie plus ou moins littéraire, et donc l'idée du village, elle pourrait apparaître dans une de ces... Ah, le mot va m'échapper. Dans une de ces typologies plus ou moins sexistes, plus ou moins naturalisantes que l'on trouve au XIXe siècle, et que l'on trouve notamment dans les physiologies. Voilà, j'y reviens. Et si vous voulez en savoir davantage sur les physiologies, je vous invite à lire évidemment Valérie Stinon, sa thèse, ses travaux qui sont absolument lumineux, exhaustifs, et qui parlent de cette littérature que l'on appelle panoramique, et c'est amusant de voir que l'on a une collection de diaporamas, et cette littérature panoramique qui pourrait comme ça entrer en résonance. Je ne sais pas du tout quelles ont été quelle a été précisément la règle de l'invitation. La page de garde indique « Diaporama, l'IMEC, invite des écrivains à parler de leur travail en s'appuyant sur les images de leur choix. » Diaporama, c'est le roman photo de l'écriture, un petit traité de poétique imagée, une invitation à parler de soi en regardant ailleurs. Je crois que ce parler de soi en regardant ailleurs est absolument majeur, et donc chaque diaporama fait l'objet d'une présentation publique à l'abbaye d'Ardenne en Normandie, et bon, une liste de qui a fait préalablement parler de soi en regardant ailleurs, donc soit même comme un autre, ou soit même par l'ailleurs. C'est tout à fait ça, et absolument autre chose, où c'est très exactement... l'éventuelle dimension biographique de l'impersonnel qui va être creusée de manière, à mon avis, programmatique dans ce recueil en apparence plutôt modeste, en tout cas en termes de format, couverture cartonnée, etc. Les images sont, à mon avis, à la fois aussi mineurs ou minoritaires, ou issus de discours minoritaires, parce que ce sont essentiellement des captures d'écran, notamment de captures YouTube. Ici, Escape Everything, ou de dessins animés, de même d'extraits de films. Enfin, il y a quelque chose de très numérique, et bon, mais sans légende, très diverses. Je ne sais pas si elles sont toutes référentielles, en tout cas elles ne sont pas toutes des photos, et
elles ont au moins l'avantage de... Enfin, elles n'ont pas au moins l'avantage, c'est pas qu'elles auraient des inconvénients, mais elles, elles sont des images sociales, elles sont, si l'on peut dire, discursives, c'est-à-dire en fait elles sont en circulation et elles parlent d'une certaine circulation des images, comme des textes, comme de la littérature, de ce qu'on peut penser de la littérature et surtout de la poésie, sans être... si elles sont autobiographiques, c'est en tant que parcours et pas en tant que singulièrement rattachées à une singularité et à des événements ou une événementialité personnelle, mais davantage à, disons, un regard, un parcours, une peut-être errance au monde, en tout cas quelque chose d'emprise à. Et ce qui m'a semblé absolument sidérant, qui m'a coupé le souffle, c'est comment, c'est quelque chose que Laura Vasquez creuse dans son œuvre, comment, alors que l'on peut reconnaître des fragments biographiques ou des choses comme ça, si, du peu que l'on sait, mais à quel point il s'agit de travailler l'impersonnel. On va un peu lire, peut-être que ça se verra mieux. Laura Vasquez, l'idiote du village, donc je vais revenir un peu sur ce titre de l'idiote du village, avec son article défini qui donne l'impression de connaître l'idiote du village. Donc je rappelle, c'est un type social, plutôt stigmatisé mais accepté, que l'on a trouvé plus ou moins mise en exergue dans Le Grand Enfermement, comme voilà, de Foucault. Est-ce qu'il y a un moment où on va enfermer les fous? Ça pose déjà de la question de l'institutionnalisation, du rapport de quelque chose de pas forcément de l'ordre d'une folie, mais au moins d'une marginalité, peut-être déficiente, peut-être déficitaire, peut-être autre chose ou ailleurs, dans le tissu social. L'idiote du village, c'est une idiote qui est certes en marche, mais qui est du village, qui va être dans cette appartenance au monde, et avec ce statut quelque peu stupéfait, chaotique au monde, mais potentiellement aphasique. Je demande... Alors, et donc cette idiote du village, quand on lit ça, Laura Vasquez, l'idiote du village, ce qu'on lit, c'est que c'est Laura Vasquez, l'idiote du village. Et ça va être renforcé par le départ immédiat, je saute l'exergue pour le moment. J'ai grandi dans 2 petits villages du sud de la France, près de Perpignan. Et ça, on le sait au moins par les interviews, quelques éléments biographiques, c'est vrai. Et on va avoir les noms de ces villages, donc des choses absolument référentielles et biographiques. Enfin là, il n'y a pas de mensonge. Non pas qu'il y en ait forcément ailleurs, mais on est dans le référentiel le plus transitif, le plus direct. Donc cette idiote du village, elle est en contact plus ou moins direct, soit elle, soit perçue par la poétesse. En tout cas par le jeu lyrique, ce qui va apparaître. Et on passe de cette annonce d'une idiote du village, donc un type social qui pourrait être Laura Vasquez, à... Dans le premier village, Villeneuve-la-Rivière, il y avait un garçon, il chantait, il avait la trisomie 21, il transportait une petite enceinte reliée à un lecteur CD. Il écoutait un chanteur mort, il disait « C'est moi ». On était seuls dans les rues vides l'après-midi, on marchait, on ne parlait pas, on s'asseyait sur un banc de pierre. C'était donc là. Donc, de cette idée du village, on passe à ce garçon, à trisomie 21, qui correspond en tout point à cet idiot possible du village. Or, le genre qui n'est pas le même que celui annoncé par le titre, au féminin, par l'explication chromosomique de la trisomie 21. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est vérifiée par karyotype, dans un cas comme ça, mais depuis la découverte, non pas par Jérôme Legendre, son nom ne va pas me revenir parce que j'ai la mémoire qui flanche ces temps-ci, mais donc de ce 3e chromosome 21, il y a une explication à ce qu'il y a eu de nombreux noms, à l'histoire assez complexe au préalable. Mais, en tout cas, voilà, on a comme ça quelque chose qui est de l'ordre d'une instabilité et qui a l'air d'annoncer, et c'est d'autant plus annoncé par le programme de l'IMEC d'annoncer une poésie personnelle en regardant ailleurs. Donc bon, mais voilà, ça commencerait par soi que de s'auto-désigner potentiellement en idiote du village.
et de commencer par un autre idiot du village et cette existence référentielle biographique et des souvenirs. Mais déjà, dans ces premières paroles, il y a quelque chose qui évidemment ne fonctionne pas ou qui va fonctionner autrement. Et c'est évidemment l'autrement qui va être intéressant. On n'est pas ici dans une recherche de narration non fiable, c'est vraiment lors de l'initiation poétique. C'est pas un parcours, c'est pas du roman d'apprentissage, c'est pas une avancée vers. Ce dont il s'agit, c'est entrer par l'impersonnel, puisqu'il faut bien être personnel, ce sera un point de départ, pour mieux le quitter. Et c'est ça, l'apprentissage de l'écriture. Et c'est en ça qu'il n'y a pas un roman d'apprentissage, dans le sens où une histoire d'apprentissage, où le roman d'apprentissage est un roman qui reste centré autour d'une personne. Là, la notion même de personne, voire de sujet, est complètement, non pas évanescente, mais plutôt non étanche, poreuse. Poreuse à tout, poreuse aux discours sociaux, aux rencontres, aux lectures, au langage. Et en fait, l'absolu de la langue et de la poésie dissout nécessairement la personne puisqu'il s'agit de se faire impersonnel. On va comprendre. On était seuls, donc, et donc ce garçon de Villeneuve-la-Rivière, dont on n'a pas l'âge par exemple, donc, il écoutait un chanteur mort, il disait « c'est moi ». Et ça, c'est... Ouais, donc le dispositif, bon, mais... qui pourrait être loufoque, un peu étrange, seulement bizarre, devient profondément poétique par les différentes périphrases qui mettent en avant, non pas tel ou tel chanteur, mais sa disparition, et donc sa voix non reliée, sa voix décorrélée par la machine de l'enregistrement. Et ça, c'est l'éloignement entre la production du son et le son. C'est une des plus grandes surprises que l'on a notamment dans la recherche, hein. Mais c'est une des grandes surprises de la modernité. Et cette identification d'un autre à un autre qui n'est plus. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il disait, c'est moi. Donc on n'a pas de guillemets, on n'a pas besoin de ce genre d'artifice citationnel, puisqu'on va avoir des choses, des petits paquets de mots comme chez Sartre, mais qui sont là et qui peuvent donc s'incorporer, circuler, qui sont mises en circulation, non pas comme de la monnaie, de la fausse monnaie, des choses qui se dévalueraient, mais comme des blocs de langue. Celui qui parle est celui qui chante, et en même temps il est celui qui chante. Il chantait, il disait « c'est moi », et on va noter le présent « c'est moi », qui est évidemment un discours direct, mais qui va aussi amener une forme d'impermanence par la dimension étendue du présent, du temps du présent. On était seuls dans les rues vides de l'après-midi, on marchait, on ne parlait pas, on s'asseyait sur un banc en pierre, comme si ne pas parler et s'asseoir, les deux à l'imparfait, marcher, ne parler pas, s'asseyer sur un banc en pierre, était une action. Et donc là, ce que l'on a aussi, c'est un garçon, qui dit c'est moi, donc hop, une première personne, un on, dans lequel la voix poétique se trouve incluse, mais incluse par ce mode impersonnel, par ce pronom impersonnel. Dans le second village, le solaire, il y avait une femme, on l'appelait la folle. On, c'est qui on ? Donc on voit le flottement des on. Donc on restitue en lecture ce qu'il va y avoir derrière tel ou tel on. Donc on marchait, on ne parlait pas, c'est au moins ce garçon, cette voix qui parle, et peut-être quelqu'un d'autre, ou plusieurs autres personnes, ça c'est pas vraiment dit. Est-ce tout le monde, ça paraît difficile à penser, mais pourquoi pas, dans cette singularité. C'est ça, l'idiotie, c'est une forme de singularité aussi. Hein. Et on a ensuite, on l'appelait la folle. Et donc ça, c'est pas le même on, même s'il s'enchaîne. Donc on peut avoir l'impression d'une langue très dépouillée, très prosaïque, sans mots compliqués, avec des choses anecdotiques, pour ainsi dire, ou un vocabulaire très dépouillé, très simple, mais qui installe immédiatement,
des paysages humains par ces personnes. Pour reprendre le magnifique titre de Nazim Hikmet, ça serait quand même bien d'un jour parler de Nazim Hikmet ici, puisque découverte extraordinaire d'agrégation. Et on ne sait pas, voilà. Et donc les présentatifs, il y avait, donc ils mettent en parallèle, et qui vont permettre de penser, voilà, dans chaque village, il y avait. Alors, mais on n'a pas besoin de dire dans chaque village il y a, d'avoir quelque chose qui serait de l'ordre d'un discours sociologique ou d'une forme d'abstraction. Il suffit de dire et de désigner des choses singulières, le titre, lui, typifiant, pouvant s'appliquer à tout le monde et à tout le monde imparfaitement. Pourquoi? Parce que là, on avait un garçon, c'est pas une fille. Et on aura ensuite une femme qui n'est pas non plus une fille. On continue. Il y avait une femme, on l'appelait la folle. Et donc, c'est bon, voilà, sans référent très fixe, c'est tout rond chacun. On l'appelait la folle. Elle sortait nue parfois sur la route, et d'autres fois en robe de mariée. Ou elle ne sortait plus, et les volets de sa maison restaient clos. Donc là, on a des habitudes données voilà, comme ça par des éléments qui sont évidemment insolites, hein, littéralement insolites, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de l'habitude, qui sont inhabituels, et où on ne sait pas finalement si être nu ou habillé en robe de mariée, enfin, ce qui serait enfin, qu'est-ce qui est le plus étrange, enfin, et ce qui est étrange en fait c'est de faire tout cela. Certains après-midi, je la suivais. Elle ramassait des cailloux. Elle marmonnait. Je passais du temps le soir sur le chemin devant sa porte. Il y avait une odeur de terre. Et là, paf, on est dans la singularité. Donc c'est qui l'idiote du village? C'est celle qui vous suit et qui vous regarde? Ou c'est celle qui va être regardée? L'idiote du village pourrait être une femme d'ailleurs. C'est pas forcément une fille. Quand j'étais petite, j'aimais mettre le feu au papier sous les ponts. 100% idiote du village. Donc, voilà. On a une espèce de typologie comme ça, dont on ne sait, en tout cas s'il y a une idiote du village, peut-il y en avoir deux, avec un article défini. Donc, laquelle est-ce? Près de la rivière, je regardais les flammes, je traînais. Je ne faisais rien, je croyais, je priais. Je ne voulais pas grandir, je voulais partir. Je ne voulais pas une famille, une voiture, un travail. Je ne voulais pas que le prix des choses et les salaires deviennent les sujets de ma vie. Je ne voulais pas rêver de devenir une personne dans un bureau, dans un costume, dans une robe, dans une banque. Et on note là. Dans toutes ces négations, je ne faisais rien, je ne voulais pas, je voulais, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Et là, on va avoir rêvé de devenir une personne dans un bureau, dans un costume, dans une robe, dans une banque, cette espèce de chiasme thématique, dans une énumération, tout ça sans ponctuation, donc comme ça, qui avance. Je ne voulais pas, je préférais Dieu, par exemple, ou mourir, ou les fleurs. Dieu, table ou cuvette? Dieu, mourir, les fleurs. Bien plus sublime que la fontaine qui se moque. J'aimais rester tranquille sur la place l'après-midi avec le garçon qui chante. J'aimais suivre la folle qui ramasse les déchets. Je ne voulais pas devenir normale, vieillir et ensuite mourir dans une maison payée. J'avais peur. Je ne voulais pas que mes cheveux soient démêlés avec un nœud rose de con. Je vomissais le matin. Je ne voulais pas qu'on me coiffe, je préférais les arbres. J'aimais bien dessiner Dieu. Il était rond. Si on ne m'aimait comme j'étais, tant pis, j'avais le ciel et l'univers. Je partirais. Je menais des enquêtes, je ne cherchais rien, je n'avais pas beaucoup d'amis, parce que les autres enfants voulaient devenir des gens de la télé, ou le maire, ou les secrétaires de la mairie, ou des personnes habillées normalement. J'ai inventé des personnes dans ma vie. Nous sommes partis ensemble, et ce que l'on a, c'est un dessin de Moumine, comme une personne inventée, par une autre, mais réinventée en soi, ou accompagnant, ou illustrant cette solitude, et là le rapport ne va pas être tout à fait clair, et va donc décentrer. Alors, je saute des choses. J'entendais un fantôme dans mon placard le soir dans ma chambre seule. J'ai senti du courage avec de la terreur. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. Possible. Peut-être plus largement.
J'ai parlé à la Vierge en plâtre au-dessus du lit de ma grand-mère, bien sûr, elle répondait. J'ai parlé à des saintes, à des oiseaux, des têtards dans mes mains, des vieilles paralysées, et leur bouche était un trou bien tendre. On se promène. L'idiote du village ne trouve rien, pourtant elle montre. Est-ce qu'on a? C'est une image, tac tac, est-ce que ça va focuser? Qui est quand même, alors je sais pas de quoi ça va être extrait, mais qui ressemble à un passage de Styx en tout cas, d'une barque avec beaucoup de fumée autour. Et c'est comme si elle disait, regardez comme je n'ai rien trouvé, mais elle ne dit rien. À un moment, elle s'est mise à écrire. Donc là on voit comment on a bascule incroyable. J'ai parlé à des saintes, à des oiseaux, des têtards dans mes mains, des vieilles paralysées. Et donc là, toute la cacophonie grammaticale, qui s'appelle une amphibologie, ou une amphigorie, ne permet pas de savoir si elle a parlé des têtards à des saintes, à des oiseaux, si des têtards est un autre vers ou dans le même, des têtards dans mes mains, des vieilles paralysées. S'agit-il de reprendre en énumération, sauf qu'on a enlevé le A? S'agit-il de l'objet de ce qui aura été parlé, de ce qui aura été dit? Des têtards dans mes mains, des vieilles paralysées? S'agit-il tout simplement d'une autre situation sur un mode averbal, simplement nominal? Des têtards dans mes mains, des vieilles paralysées? Des têtards dans mes mains, des vieilles paralysées? Sont-elles les vieilles dans les mains? En fait, la jonction des groupes se disloque. C'est-à-dire que la référentialité s'éloigne dans ce sens où le fait même de faire référence n'est plus si clair puisqu'on va avoir ces phénomènes d'amphibologie, d'ambiguïté grammaticale. On ne sait plus à quoi rattacher des groupes dont on ne sait d'ailleurs pas s'ils sont des compléments ou des compléments du nom avec des formes d'apocope prépositionnelles, s'ils sont reliés au verbe précédent, s'ils sont en emploi absolu, et si au sein de ce même vers, des têtards dans mes mains, des vieilles paralysées, si on est en énumération, ou s'il y a des rapports de détermination interne entre les groupes. Et leur bouche était un trou bien tendre. Aux têtards, aux saintes, aux oiseaux, aux vieilles paralysées. On se promène. Et donc là, on a cette espèce de barque absolument christo-mystique, stico, hein, stico-mythique, si je puis dire. Stixo-mythique. L'idiote du village ne trouve rien, pourtant elle monte. S'agit-il là de la précédente, d'une idiote du village en général, ou d'elle-même, se désignant par un effet d'énalage de personnes, de changement brutal de personnes, par cette troisième personne qui donc la dépersonnalise, l'impersonnalise peut-être plus exactement, s'éloigne d'elle-même, par elle-même. Et c'est comme si elle disait, et donc là, de qui parle la voix narrative? D'elle-même, d'une autre. Regardez comme je n'ai rien trouvé. Mais elle ne dit rien. À un moment, elle s'est mise à écrire. Et donc là, on peut relier biographiquement ceci au fait d'être en train de lire un poème qui a commencé d'une manière biographique sur des villages connus, mais en passant par d'autres personnages, personnes, figures. Elle aurait pu casser des cailloux, nourrir les animaux, nettoyer les étangs, semer puis cueillir, prendre soin des bébés, brûler des ministères. Tout en liste avec cette fonction égalisatrice de la liste. Chauffer les mains malades, toutes ces choses à faire. Et paf, réénalage de personnes. J'ai écrit des livres, je ne sais pas comment faire, j'ai passé du temps. Et donc là, dans la biographie, s'agit-il de rattacher l'idiote du village à ce jeu, qui s'est un temps absenté, comme dans un temps d'écriture? La vraie vie est ailleurs, celle de l'écriture est là. S'agit-il de quelqu'un d'autre? S'agit-il d'elle-même? Et dans cette liste, ce qui aurait pu être et qui n'a pas été, il s'est passé autre chose qui n'est pas exactement une présence au monde. Je ne sais pas ce que j'ai vécu, donc là avec des étoiles. Je ne sais pas comment m'y prendre, et donc là on voit aussi, j'ai écrit des livres, je ne sais pas comment faire. Donc on passe d'un conditionnel passé à ce présent, je ne sais pas ce que j'ai vécu, qui va peut-être réaffirmer le sujet poétique dans une forme d'existence, mais par la négation d'un passé. Et pourtant, le passé, ou l'identité sociale, ou l'identité historique, le passé, sont tout traditionnellement, habituellement, ce qui va définir le sujet, y compris comme un sujet, par exemple, politique, en situation sociale, etc. Donc, je ne sais pas comment m'y prendre à capacité absolue. Une œuvre n'a pas de nom propre. Et là, on sort aussi de tout ce qui peut définir.
Les œuvres n'appartiennent à personne. Les détails biographiques n'ont pas d'importance. Les détails biographiques parasitent le regard que nous portons sur l'œuvre, de même les visages des personnes. Et là, je vais dire ce qui est pour moi un paradoxe absolu, c'est-à-dire que j'ai l'impression de beaucoup mieux, j'allais dire comprendre, c'est pas intellectuel, de beaucoup mieux sentir la poésie de Laura Vasquez en l'ayant entendue sur scène, en vrai, en captation, et en ayant senti, ressenti, vécu le poids, ou plutôt la résonance de chaque chose dans chaque mot. Et là, on va être dans une littérature résolument absolue, c'est-à-dire détachée du monde. Pas de nom propre, n'appartiennent à personne, ni au lecteur, ni à l'auteur, ni à Dieu, ni... Elles sont là. Les détails biographiques n'ont pas d'importance, et pire, elles parasitent. Ils parasitent le regard que nous portons sur l'œuvre, y compris donc la voix poétique ou de l'auteur. De même, les visages des personnes. Sacrifie calmement, tout est pardonné, il n'y a pas de jugement, tout le monde sera compris. Et ça, c'est christique, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va être néo-testamentaire, avec un ton quand même assez prophétique, voire messianique. Et pourtant, il n'y a pas de jugement, tout le monde sera compris. Et ce que l'on a ici, c'est des pierres avec une trace de toile d'araignée dans la lumière, dans l'ombre et la lumière. Imaginons un bébé sans langue, sans langage, dont le corps veut écrire, alors il peut le faire. Évidemment, l'expérience de pensée est pour le moins paradoxale. Avec les sons de sa bouche, les expressions de son visage, il peut le faire. Par des images dans son esprit, il peut le faire. Ça ne veut pas dire que nous, on va le recevoir. Ceci relie un être humain à un être humain. Le texte écrit, si ton esprit est agité ou confus, nettoie un objet. Si ton esprit est confus et agité, range un tiroir puis une pièce. C'est quand le texte écrit qu'on écrit. C'est le moment où le texte se met à écrire qu'on est en train d'écrire. Et donc on n'est plus là. Et on est au maximum. Et donc ça, ce moment de mise en écriture, il passe aussi par ces formes de redoublement, de ressassement thématique, presque d'anaphore, de reprise, qui donne une impression donc, de panorthose, de correction, donc ça va toujours être plus juste, une progression, mais qui est aussi une forme d'entraînement, pas seulement comme un tuning, comme une façon de s'échauffer, mais de l'entraînement, de la force qui va entraîner l'objet, par exemple, en train de dévaler la colline. Voilà. Et il y a quelque chose de très étonnant dans ce texte, donc biographique dépersonnalisé, dans comme ça des éclats, qui passe par un jeu qui apparaît donc comme ayant un ancrage référentiel, assez affiché au début, de plus en plus effacé, et qui en même temps devient un support à projection dans ce qui est très littéralement un programme d'écriture ou de mise en écriture. Et on peut avoir parfois l'impression, très positive, que dans ses ateliers comme dans sa poésie, Laura Vasquez, ou plus récemment son roman Les Forces, dont je avais parlé sur cette chaîne, entre autres choses, explique comment écrire. Et explique bien plus comment écrire pour vivre que vivre pour écrire. Je ne sais pas pourquoi, mais de petites pierres sur le bureau aident à écrire. Ah, là je vais lire des choses juste. Étendre légèrement les limites de la langue. Toucher à une limite. La langue est translucide. C'est dans le désordre ce que je lis. Quand on aime le café, l'idée du café au moment de l'écriture aide à écrire. Et donc en fait on a comme ça un ensemble de phrases qui thématisent l'écriture et qui modèlent une vie écrivante. J'allais dire tourner vers l'écriture, mais c'est pas tourner vers l'écriture ou vers la littérature, c'est une vie écrivante. Le sentiment « je meurs, je suis en train de mourir » aide à écrire. Et là, ce qu'on a, c'est une localité écrite nothing sur une cartographie.
La lecture n'est pas la parole, je suis page 24. La lecture est différente de la réalité, mais elle a lieu dans la réalité. Le mouvement. À propos de la lecture publique, c'est comme on meurt, une précision physique. Un rythme vrai rattrape beaucoup de maladresse. Imaginons une personne victime d'un accident grave, sur la route. Son corps projeté à plusieurs mètres, elle est au sol, elle saigne, elle regarde le ciel, elle ouvre la bouche, elle dit le texte. Comme ça. Et ça, c'est la beauté qu'on a aussi dans l'accident du film de Lynch. Ah, je les vois et Sailor Ilula. Il se passe quelque chose entre le texte et la personne. Ils sont là. Ne cherche pas la sympathie du public. Peu importe l'impression, le public assiste à ça. Et je me dirais qu'il assiste à ça. Je pense qu'il faut s'en imprégner. Il y a quelque chose qui pourrait ne pas être si loin d'un développement personnel ou de mantra. Je pense que la forme du mantra, de phrases répétées, comme la prière, permet pas seulement un modelage, mais aussi cette dépersonnalisation de soi, par l'évacuation notamment des pensées parasites, enfin d'un point de vue cognitif ou psychologique très basique, mais comme ça de s'écarter de soi et de donner à la langue une pleine existence, au langage ou aux mots comme des choses. Et ce n'est pas exactement une leçon d'impersonnalité. C'est pas une leçon en fait. C'est écrire comment on écrit. C'est écrire d'écrire en quelque sorte. Donc il y a pas quelque chose qui n'est pas exactement un manifeste ou un programme. Voilà. Ce n'est pas toi qui décides, je suis page 42. Je ne sais pas faire un livre. Je vais contribuer à la vie, je vais participer. Tousser. Enfant joue, enfant joue. Obéis à la vie, les formes ne sont pas extérieures. Voilà. Et ça. C'est en fait de vivre comme d'écrire un rapport direct au monde où les mots sont des choses, en quelque sorte. C'est splendide. C'est absolument magnifique. C'est et c'est une attention extrêmement précise, parce que la précision est une forme de soin. Loin de toute trahison du langage. C'est l'inverse de la trahison du langage. C'est la foi dans le dire et l'entendre. Et ça, si on dit et si on entend, c'est même pas qu'on n'est pas sur le devant de la scène, c'est même pas qu'on est la scène, c'est qu'on accepte, hors de tout chemin su, de toute marginalité sociale potentielle, d'entrer dans la langue comme on entrerait dans la danse, avec la même solennité que celle du rituel, puisqu'on est dans un rituel, non pas formel, mais comme mode d'accès à l'existence. Je vous dis à bientôt.